Top. Welcome les amis, on se retrouve aujourd'hui pour les pronostics de TNA Bound for Glory. Et avant de présenter mon seul et unique camarade pour ces pronostics, je vous prie de m'excuser pour l'absence de Papy du coffre à catch, qui malheureusement a dû être retenu par certains, enfin, qui malheureusement a dû être retenu et donc est indisponible. Je ne parle pas des heures de retenue, bien sûr, hein. Papy, il a déjà connu ça il y a belle lurette. Mais pour rester dans le scolaire, malheureusement, Colin a aussi dû s'absenter. Donc, ben, la seule personne qui est encore avec moi pour ses pronostics, j'ai envie de l'appeler le résistant, Sionijin. Salut tout le monde, j'espère en tout cas que vous allez bien. C'est vrai que le résistant c'est un joli surnom parce que c'est vrai que on va vous le dire, hein, je ne suis pas très en forme. J'ai mal à la gorge, donc finalement, et quand même je me suis dit, eh bien, il faut aussi épauler notre Fafa, notre Mister TNA, et donc je suis là, frais et dispo, enfin dispo, frais, je sais pas. Écoute, ben merci. Moi, je suis frais, à cause de la température, bien sûr, parce que dans le sud, il fait un peu froid. Viens dans le nord, après t'arrêteras de râler. Ah, ça, c'était la petite vanne pourrie du jour, hein. Ouais. Voilà. Donc, eh ben, je pense qu'avant de passer vraiment au pay-per-view en lui-même, on doit quand même présenter ce qu'est Bound for Glory et surtout ceux qui représentent pour la TNA. Je sais pas si t'as envie de t'en charger, Sio, si tu veux que je le fasse. Fais-le s'il te plaît. D'accord, merci. Eh ben, Bound for Glory a commencé il y a presque 10 ans de ça. C'était en 2005. Donc, il y a 9 ans, hein, pour ceux qui savent faire des soustractions. Et donc c'est depuis le plus jeune, enfin un des plus jeunes des 4 pay-per-view qui restent. Il est quasiment à égalité d'âge avec Sacrifice, qui a commencé la même année, si je me rappelle bien. Mais la différence de Bound for Glory avec les autres pay-per-view, c'est qu'il a toujours eu lieu dans des endroits où on s'en rappelle. Donc vous pouvez voir sur l'image qui se trouve en bas à droite de l'écran, comme quoi il s'est déroulé à Atlanta en 2007, il s'est déroulé à Chicago en 2008, la ville de CM Punk. En 2010, il s'est déroulé à Daytona Beach. Alors pour ceux qui connaissent pas cette ville, c'est une ville qui a été très très marquée par la course automobile, notamment la NASCAR. Ça c'était pour te faire une petite parenthèse. Voilà. Il s'est déroulé en Arizona aussi en 2012. Et en 2013, il me semble qu'il s'est aussi déroulé en Arizona. D'ailleurs, Et tu nous avais proposé, si je ne m'abuse, un oldies du tout premier Bound for Glory, voilà. avec un match qui est un peu comme moi, c'est-à-dire qu'à la fin, t'avais mal à la gorge après tout ça. Exactement, c'était Christopher Daniel contre AJ AJ Styles. Styles. Voilà. Et donc, Bound for Glory nous a toujours montré des grands matchs. Nous avons eu le droit à des Ultimate Six matchs, à des Iron Man matchs, comme j'ai pu le commenter. Un Lethal Lockdown en 2010. Nous avons eu le droit à des matchs, des Monster Ball matchs avec Abyss. Bref, vraiment que des stipulations qui peuvent faire rêver des jeunes fans de catch. Et des vieux aussi d'ailleurs, hein. Et donc c'est pour ça que de fil en aiguille, Bound for Glory est vraiment devenu le WrestleMania de la TNA. C'est le grand événement que tout fan de la TNA attend. Et bon, normalement, depuis quelques années, on devait avoir des Bound for Glory Series, mais cette année, ça n'a pas eu lieu. Je vous expliquerai les raisons plus tard dans l'émission. Donc voilà, ben passons maintenant au Bound for Glory de cette année. Et celui de cette année, et je crois que tu es d'accord avec moi, CEO, est marqué par un match très important. Vu que la Wrestle One, qui est une génération japonaise, est est un peu en guerre avec la TNA. Enfin, cette guerre est bien sûr amicale, hein. Mais voilà, ce Bound for Glory là va être un peu marqué par un Wrestle One versus TNA. Ouais, c'est vrai que c'est assez étonnant de voir deux fédérations s'affronter. On avait vu ça à la WWE avec donc deux rosters qui s'affrontaient. Bon, d'ailleurs, on avait vu la ICW, les fameuses invasions. Mais là, moi, ce qui m'a surtout étonné, enfin, après, peut-être n'ai-je pas assez suivi, c'est qu'il n'y ait pas vraiment eu d'invasion du côté de
de la TNA alors que Fabrice essaie de jouer avec son micro. Euh, Non, non, je vais fermer ma porte pour éviter que les bruits ressortent plus loin que ma chambre. Voilà. d'accord. Et en fait, moi ce qui m'étonnait, c'est que qu'il n'y ait pas vraiment eu une vraie invasion de la Western One, alors que Fabrice commence à ça grésille un peu de son côté. Ah non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon, je me suis remis en place. Ok, bah voilà, c'était ma surprise. Et d'ailleurs, la Western One, c'est pas- enfin, moi je la connais assez peu, enfin je connais surtout la New Japan Pro Wrestling. Qu'est-ce que c'est comme fédération? C'est une fédération donc, de catch japonaise qui fut créée il y a... Enfin, c'est une fédération assez jeune. Elle fut créée par un certain Goet Muta, que sûrement tu dois connaître, hein. D'ailleurs, je crois qu'il est en course cette année, je crois. Oui, cette année, il va nous offrir pour nos yeux peut-être un de ses derniers matchs dans sa carrière. Donc c'est vraiment... Mais ça va se dérouler chez lui vu que Bunford Lori, et je ne crois pas l'avoir dit, se déroule au Japon. Ouais, c'était la première fois que l'on a un pay-per-view, enfin, du côté de la TNA, je crois qu'il y avait, je sais pas s'il y avait eu d'autres pay-per-view hors, en Asie, je crois pas, mais en tout cas, en Europe, je ne suis pas, enfin, en Europe, je sais pas trop non plus. Mais en tout cas, c'est une excellente initiative, et si justement, on sait que la TNA, recherche des partenaires par rapport, bien sûr, à divers problèmes, notamment du côté, télévisuel. Peut-être que c'est un bon moyen aussi de se faire remarquer et de créer vraiment une belle association entre la Western One et la TNA. Ben, cette association-là avait déjà pris une sorte de test, c'était au mois d'avril, vu que nous avons eu un pay-per-view, enfin un pay-per-view One Night Only, c'est-à-dire un pay-per-view qui est diffusé par le câble, quoi, et qui est disponible n'importe quand et qui n'a quasiment aucun rapport avec les rivalités, même si on en revoit quelques sources, c'est plus des matchs de gala quoi que nous retrouvons. Et au mois d'avril, nous avons eu un One Night Only TNA vs Wrestle Kaizen Outbreak. Donc, où nous avons pu vivre beaucoup de grands matchs entre ces deux fédérations. Je me rappelle notamment d'un Wolf contre les Bromans, contre les... Je crois que c'est Team Kaid 241, il me semble. Et franchement, ça avait été un match par équipe de toute beauté. Et j'espère que Bunford Lori nous offrira un spectacle comme ça. Et donc peut-être est-ce une transformation du test que nous avons eu au mois d'avril, peut-être. Peut-être, mais en tout cas, je sais que j'en avais parlé un petit peu avec Papy. Il avait été étonné par la carte qui avait été relativement pauvre. Enfin, après, On en parlera un peu en détail juste après de la carte, je pense. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Euh, Mais t'as envie de finir un peu sur Bunford De toute Lori? façon, il n'y a pas grand-chose à dire sur sur cette association. Après, tout dépendra du résultat. De toute façon, Oui. je crois qu'on est tous unanimes que c'est une belle association. Mais voilà, ça peut être intéressant. Exactement. Et donc, je vous le rappelle une dernière fois, enfin peut-être pas une dernière fois, mais au moins une deuxième fois, comme quoi c'est exceptionnel. C'est la première fois que la TNA s'exporte hors de ses limites, enfin, hors de ses frontières, pardon, pour un pay-per-view. Et ça se déroule donc dans le pays du catch Puresu, c'est-à-dire au Japon, à Tokyo Que exactement. Papy appelle, que Fabrice appelle souvent le pays, enfin le soleil du pays levant. Oui, exactement. Donc voilà, donc justement, tu as évoqué la match card il y a quelques secondes. Et ben donc je vous présente les matchs que vous aurez durant ces pay-per-view. Alors je les ai classés par ordre d'intérêt pour moi. Certains fans ne seront peut-être pas d'accord et Fio peut ne pas être d'accord avec mon classement aussi et je le comprendrai. Et mais voilà, malheureusement c'est moi qui ai fait le PowerPoint, donc on est un peu obligé de suivre mon ordre, hein. Donc nous aurons en premier match Hanji Woo et El Hero de Pantera, qui sont deux catcheurs de la Wrestle One, qui Alors par contre, affrontent... ces deux-là, je les connais pas, donc je peux pas te dire si vraiment J'ai entendu, Je sais pas si tu les connais. j'en ai entendu parler, j'ai vu un match d'eux lors de Outbreak, je crois, mais je ne peux pas...
Donc voilà, par contre je connais leur alignement, donc ça pourra peut-être aider. Et d'ailleurs ça m'a aidé dans ma logique des pronostics. Et donc C'est sûr. leur adversaire sont Novus, qui est une autre équipe, enfin c'est un clan de la Wrestle One, mais il y aura que 2 personnes qui combattront dans ce ring. Ensuite, le deuxième match que j'ai choisi, c'est le neveu de Dixie Carter, Ethan Carter the Third, qui affrontera un sumo. Autant dire qu'il a un défi de poids. C'est le cas de le dire. Voilà, vu qu'il affrontera Ryota Hama, qui a fait son arrivée il n'y a pas si longtemps que ça à la Wrestle One. Ensuite, si je me rappelle bien, il y a Manik qui affrontera Tanaka. Manik qui Euh, abordera ses nouvelles couleurs de la Redneck Revolution. Oui, Sio. non, je te disais, il y avait aussi MVP contre un catcheur, je sais pas trop qui c'est. Ah ouais, j'ai peut-être mis ce match, j'ai peut-être oublié ce match-là. Mais oui, il y a MVP qui affrontera Sakamoto. Sakamoto qui a fait quelques apparitions à la WWE en tant que petit manager de Lord Tensai. Ah oui, c'est vrai que je savais pas si c'était lui en réalité, donc Si, finalement. si, c'était lui. Ensuite, nous aurons un match. Alors, le titre n'est pas annoncé en jeu, mais il y aura Havok, qui est donc été nouvelle championne des Knockout depuis l'Impact Wrestling de la semaine dernière, qui affrontera Velvet Sky. Et enfin, nous aurons un match de championnat. Là, par contre, c'est officiel. Samoa Joe défendra sa ceinture contre Kazayashi et Loki. Nous aurons ensuite la Team 3D qui fêtera son intronisation Hall of Fame et qui affrontera au passage Tommy Dreamer et Abyss. Et Mhm. enfin, nous terminerons avec la Redneck Revolution, c'est-à-dire James Storm et Sanada, The Great Sanada, qui affrontera The Great Muta et Tajiri. D'accord. Donc, Ouais, je sais pas quel est ton avis, Sio, sur cette match card. c'est une match card qui, on va dire, est assez logique, puisque on a décidé d'allier l'association entre la Wrestle One et la TNA. Après, on peut se poser la question de l'absence des Bobby Roode, des Bobby Lashley, Austin Harris, des Hardy Boys, les Wolves. On peut poser la question, on va dire, de toutes ces stars. Alors, bien évidemment, est-ce que c'était un choix de la part de la TNA de préserver ces lutteurs pour espérer avoir, on va dire, un roster? Ou est-ce que c'était, je ne sais pas, mais il faut quand même reconnaître une chose, c'est que j'ai quand même l'impression que la TNA a surtout voulu, je ne sais pas, je peux pas dire, c'est pas foulé, c'est parce que c'est pas le but, mais j'ai surtout cette impression que la carte aurait été beaucoup plus belle dans les années précédentes, d'après ce que tu nous as raconté, et que cette année, le fait d'avoir allié le Japon et les Américains leur a un petit peu coupé l'herbe sous le pied et leur a empêché peut-être de faire tout ce qu'ils voulaient. Alors pour les Hardy Boys, il y a une excuse malheureusement vu que Jeff Hardy a un antécédent avec la drogue et un interdit de voyage dans certains États et certains pays. Alors je ne sais pas si le Japon fait partie des interdictions de voyage. Bah, je pense qu'il a pas le droit de quitter le peuple, le sol américain, donc, Sûrement. Et donc malheureusement il n'a pas pu régler à temps sa paperasse pour pouvoir partir au Japon. Donc, eh ben, en plus, le fait que Dix Carter soit à l'hôpital n'a pas dû l'aider pour les négociations. Donc, ben, malheureusement, il ne peut pas être du voyage. Je l'ai évoqué en même temps, Dixie Carter est à l'hôpital depuis le powerbomb de Bully Ray à travers une table. Malheureusement, le dos de la jeune présidente de la TNA a cédé sous le choc. Et son dos lui faisait trop de douleur, elle ne pourra pas non plus être du voyage, ce qui explique l'absence de ces deux têtes d'affiche, entre guillemets. Ensuite, c'est vrai que pour les Wolves et pour Bobby Lashley, c'est quand même assez étonnant. Et surtout pour Austin Harris, vu qu'Austin Harris, on sait qu'il est très proche du Japon. Mais je pense qu'Austin Harris, c'est un peu une punition, vu qu'il a annoncé il y a quelques semaines vouloir peut-être partir de la TNA. Donc ce serait peut-être une sorte de punition faite de la part de Dixie Carter et des autres de ne pas l'amener au Japon.
Donc voilà, Oui, mais après, excuse-moi, mais c'est un pay-per-view et à un moment donné, mettre des sanctions à des superstars que l'on reste, enfin des super, je crois qu'on appelle ça des superstars, c'est relativement leur couper la au pied parce que Austin Harris, malgré le fait qu'il a décidé ou non de quitter la TNA, c'est relativement risqué. Bobby Lashley, je ne sais pas quelles sont les raisons. Bobby Roode n'est pas là non plus. oui, Eric Young non plus. Eric Young non plus. Je trouve que bon, ok, Austin Harris n'aurait pas été là, on se serait dit bon, c'est juste un qui n'est pas là. Là, c'est quand même un gros morceau du roster de la TNA. J'ai eu la chance et l'infime honneur de commenter un show de la TNA à tes côtés. C'est vrai que quand on voit Bobby Roode, Eric Young ou d'autres personnes, on a envie de se dire, eh ben, ce sont des matchs qui sont relativement étonnants, quoi. Je suis vraiment d'accord avec toi et c'est vrai que je suis le premier à être étonné de cette match card. D'ailleurs, les internautes l'ont trouvé pas assez travaillé aussi au passage. Et moi, malheureusement, je respecte leur avis. Et j'ai l'impression que la TNA se sont, alors je ne sais pas si c'est intentionnel ou pas, mais se sont un peu foutus de notre tête sur ce coup-là. Parce que oui, je m'attendais à voir des Austin Harris, je m'attendais à voir Bobby Lashley défendre son titre. Surtout que même s'il n'avait aucun challenger, il y a un petit truc qui existe depuis quelques années déjà, qui est le Bound for Glory Series, qui est un peu une sorte de ligue entre tous les potentiels challengers numéro un. Et avant Bound for Glory, un challenger est désigné vainqueur de cette ligue. Donc c'est fait suite à un nombre de points, quoi. C'est-à-dire une victoire, si je me rappelle bien, c'était une victoire par tombée 5 points, une victoire par soumission 3 points, une victoire par disqualification 2 points, voilà, des trucs du genre. Et, ben malheureusement, on n'a pas eu de Bound for Glory cette année. Ça m'a vraiment étonné. Je m'attendais à entendre Dixie Carter ou quoi parler de ce projet-là aux alentours de No Surrender. On n'a rien eu du tout. Donc oui, j'ai vraiment l'impression que cette match card était un peu bâclée. Ce qui m'étonne parce que ce n'est pas l'habitude des bookers de la TNA de bâcler un peu ses shows. Voilà. Après, les raisons sont nombreuses, mais déjà, je suis étonné. On va revenir encore sur. On a sans doute un champion à la Wrestle One. Je ne sais pas qui il est. Et ben moi non plus. Mais il aurait dû pour longtemps affronter, même si c'est pour du beurre, affronter le champion de la TNA. C'est vrai, je rejoins ton avis. Bref, ben Bon, nous allons pas s'éterniser sur cette match card que certains peuvent être de notre avis, ou pas d'ailleurs, vu que tous les avis sont dans la nature et nous les respectons. hmm. Et nous allons directement passer au premier match qui oppose deux équipes de la Wrestle One. Donc vous pouvez voir à droite de votre écran Jiwoo et El Hijo de Pantera qui affrontera le clan qui est à gauche de votre écran, qui est Novus. Et je prends peu de temps pour expliquer où est la droite, où est la gauche, parce que ben, malheureusement, c'est logique pour Je commenter. tiens à signaler, Fafa, il y a, je t'entends très très mal. Hein. Ah. Je sais pas, ça grésille, c'est comme si t'étais en train de, je sais pas, c'est très étrange. Tu m'entends mieux là? Ah, je t'entends enfin, je t'entends, en fait, c'est comme si ça, il y a quelques petits parasites, il y a quelques parasites. Alors après, je sais pas si c'est moi, si c'est mes micros qui commencent à décéder. Ben je sais pas. Ben écoute, j'espère que ce problème-là se réglera. J'espère. Donc voilà, donc ce match-là oppose deux équipes de la Wrestle One. Et donc ben je te laisse commencer les pronostics. Pour toi, laquelle de ces deux équipes-là va gagner? C'est compliqué puisque je les connais pas du tout. C'est un peu bête à dire, mais c'est vrai que c'est des. Après, je me souviens bien, c'est El Hiro de Pandera et son alcoolite dont je me souviens même plus le nom, Andy Wu? Andy Wu. J'ai envie de dire, ils sont un peu, voilà, masqués et tout, mais c'est vraiment c'est difficile de les juger parce que je n'ai aucun moyen de savoir si leur qualité technique, tactique et pour ainsi dire, je ne suis pas le catch, la lutte japonaise, et bien malheureusement. Mais si après je devais choisir, c'est vraiment par infinité, ça serait les héros des Pandera. D'accord.
parce qu'ils sont masqués, parce que je trouve qu'ils apportent peut-être quelque chose de plus, peut-être à côté Luchador, que peut-être ça pourrait me plaire, mais c'est vraiment d'un point de vue esthétique plus qu'autre chose, quoi. Avant de passer à mes pronostics et aux pronostics des fans de Wrestling Football, je vais vous dire ceux de Colin. Donc Colin a suivi ton avis et a voté Hanji Woo et El Hijo de Pantera. Elle m'a pas donné de motif, mais je pense que c'est le même que le tien, c'est-à-dire par affinité malheureusement. Voilà, alors quant aux fans de Wrestling Football, vous êtes 66,7% à avoir voté pour la même équipe que Sio et Colin, c'est-à-dire Hanji Woo et El Hijo de Pantera. Donc là non plus je ne connais pas les motifs, mais je pense que ça doit être de l'affinité, à moins que certains fans suivent un peu le catch japonais. Voilà, et donc ben moi je me suis renseigné un peu. Bon, je n'ai pas pu trouver beaucoup sur la rivalité entre les deux, mais au moins j'ai pu découvrir qui était face, qui était heel, ce qui déjà peut apporter un plus, j'ai envie de dire. Et donc les faces sont Hanji Woo et El Hijo de Pantera. Et donc j'ai envie de suivre la voie du peuple et de continuer sur la lancée en votant pour cette équipe, pour le Rockstar Spud Challenge. Le Rockstar Spud Challenge. Oui, parce que ben je suis la secrétaire de Wrestling Football, je m'occupe des pronostics, et Rockstar Spud est la secrétaire de la TNA. Donc voilà, je suis un peu son miroir. Ok, bah, c'est logique, hein. Voilà. Donc ben je pense que vous l'avez compris, c'est un carton plein pour l'équipe d'Anji Woo et d'El Hero de Pantera. Ah bien évidemment, je précise de préciser, ces pronostics n'ont rien à voir avec le challenge de qu'on a bien sûr entre nous, hein. Au cas où vous pourrez vous poser la question. Non, c'est complètement un autre challenge et qui sera malheureux. Le Rockstar Spud Challenge est un autre challenge qui sera lui compté que 4 fois par an vu qu'il n'y a que 4 pay-per-view à la TNA. D'accord. Voilà, ben passons au deuxième Match match. suivant. Voilà, entre Ethan Carter the Third et un sumo, alors un Simotori je crois qu'on dit, c'est Oui. Ryota Hama. Donc quel est ton avis sur ce match et qui pronostiques-tu? La dernière fois que j'ai vu un sumo dans un ring de catch, est-ce que ça veut dire quoi? C'est dans un match de sumo ou dans un match de catch? Il n'y a aucune stipulation qui soit apportée, mais Ryota Hama s'est mis au catch, donc à mon avis ça sera un match de catch. Il me fait penser un peu à Yokozuna, un petit peu, dans son gabarit, dans sa manière de se comporter. Est-ce que après je me dis Ethan Carter, Dixie Carter, c'est un lien de parenté. Est-ce que avoir du hit, c'est aussi ça du bon? Bah, écoute, je verrais bien Ethan Carter 3 parce que je trouve que si on veut avoir un, parce que le Sumotori, s'il gagne, on va tous dire voilà, il va gagner, bon, puis c'est tout. Alors que si Ethan Carter 3 gagne, il y aura un petit peu de hit, il y a un petit peu de voilà, un petit peu de colère, tout ça en disant ouais, c'est à cause ma mère, enfin c'est quoi ma tante, c'est ça? Voilà. Ma tante n'a pas pu venir à cause du fait que vous aviez tellement voulu, que les Dudleys ont fait traverser, etc., etc. Donc moi je dirais Ethan Carter 3. Alors, elle, Pauline, va à l'encontre de ce que tu dis et vote pour Ryota Hama. Elle ne m'a pas donné de motif, mais je pense peut-être que c'est une envie de voir Ethan Carter 3 perdre. Alors moi, par contre, je vais te suivre et je vais voter pour Ethan Carter the Third, parce que je sais pas si vous en rappelez, mais depuis son arrivée à la TNA à Bound for Glory de l'an dernier, il n'a perdu aucun match en solo, je crois. Or, je me dis, ça, comme tu dis, ça peut faire du hit. C'est-à-dire que voilà, s'il nous bat notre ami Ryota Hama avec un petit paquet ou un truc du genre, ou alors avec un petit stratagème, voilà. Après, il peut se pavaner les semaines suivantes en disant, hein, vous m'avez envoyé un sumo mais je l'ai battu. Ouais, Et le voilà. problème, en fait, excuse-moi de te couper, Mister TNA que tu es, c'est que comme les choses sont déjà enregistrées à l'avance, le temps qu'il aura fanfaronné, on aura peut-être déjà oublié. Oui, mais les choses sont préenregistrées, mais les matchs sont pré-bookés aussi.
Oui, enfin ouais, mais d'après ce que tu m'avais dit, les enregistrements de la TNA ils sont faits par lot. Ça veut dire que le temps que Ethan Carter 3 ait réussi à remporter donc sa comment dire sa ceinture, enfin son match de Sumotori, et ben lui aura déjà oublié, enfin on aura déjà oublié quoi. Je sais pas ton avis, mais moi je À trouve moins que que les speeches sont déjà écrits aussi à l'avance. Peut-être que la défaite d'un des deux est déjà prévue à l'avance aussi. peut-être. Alors après, comme on dit, on sait, d'ailleurs on parlera d'un match, lui qui est assez comique à savoir, parce qu'on connaît déjà sans doute le résultat, mais c'est vrai que du côté de Ethan Carter 3, moi voilà, à côté de Hit, pourquoi pas. D'accord. Voilà, bon ben. Et donc, ben, le public de Wrestling Football, lui, est très partagé. Ma 57,1% des voix, c'est le petit-neveu de Dixie Carter qui a pris la voix du peuple. Voilà, Le People Power. exactement. Donc, ben, ça nous fait du 2 contre un pour ce match. Vu que ben, nous sommes deux à voter contre Ethan Carter et Colin qui doit se sentir un peu seul devant ses devoirs. On l'embrasse fort, la petite Colline. De toute façon, Voilà, elle est jamais exactement. seule. Voilà, exactement. Enfin, on t'embrasse fort, Colin. Parce que si je dis je, ça peut paraître un peu ambigu, hein. Oh non, c'est jamais ambigu quand c'est toi. Eh quoi? Velvet Sky, elle me disait ça aussi. Ah bon? On en reparlera de Velvet Sky. Bon allez, revenons Voilà. à monsieur Montel Vontevius Porter, Potter. dit MVP contre celui que j'aimais appeler un jour quand il était à la WWE, Sakamoto. Mais c'est Sakamoto. Bah Sakamoto. Ah, d'accord. J'ai compris. Voilà. Bon allez, bon, après cette blague de merde, allez, vas-y, fais-toi plaisir. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux là? Bonne question. Ah, et parce que c'est ça le problème finalement. Il y a des rivalités, enfin on n'en parle pas vraiment parce que c'est pas comme la WoW Entertainment. C'est vrai que il y a des rivalités dont on ne, qui sont été pondues, on sait même pas pourquoi elles sont là finalement. Exact. Mais là, les deux matchs qu'on vous a mis juste avant, on n'a aucune info sur ces matchs-là. C'est tout d'un coup, là, un jour, les bookers, ils se sont dit, allez, pour Bound Glory, on fait ça. On poste ça sur notre Twitter, sur notre site web ou quoi. Nos sites d'information les récupèrent. D'ailleurs, sites d'information que l'on salue, hein. Et Hmm. nous pondent de ça, comme ça. Et ben nous, après, ben, on est obligé de faire avec, malheureusement. Et voilà ce que ça donne. Ça fait que ben on se retrouve avec des matchs comme ça, où ce sont des matchs de gala, il n'y a aucune rivalité. Ouais, c'est vrai que c'est assez étonnant parce que c'est vrai que alors après c'est vrai qu'on peut avoir des matchs comme ça peut arriver. On a vu d'ailleurs par exemple là, dans les matchs de Raw et tout ça, ça parfois ça pond tout seul. Mais là c'est un pay-per-view et j'ai l'impression que moi, ça me gêne parce que moi, j'aime bien connaître ce qui s'est passé auparavant. On a autant été critique des matchs pondus à la dernière minute de la World Entertainment. Là, je suis assez étonné par rapport à ce qui se passe, quoi. Pareil, malheureusement. Et donc, mais par contre, quel est ton pronostic pour ce match? Ben, je connais pas, on va dire, les qualités tactiques Westinghouse de Sakamoto, mais je connais bien MVP. Je crois qu'MVP a lutté au Japon, je crois. Sûrement à une époque sur son circuit indépendant, oui, il me Ouais, il semble. a dû lutter au Japon, ou alors il a lutté, je sais plus s'il a pas lutté au Japon. Donc il jouit quand même d'une cote intéressante. Je sais pas, est-ce qu'il sera déjà accompagné de Kenny King? Je n'ai pas d'infos à ce sujet-là, mais je pense Parce que que si oui, Kenny King est là, peut-être qu'il peut y avoir intervention. exactement, ouais. Donc c'est pas facile comme choix. Maintenant, j'aime, je dirais Sak Amoto D'accord. Donc je marque Sakamoto. parce que je pense que le Japon, bah, j'ai jamais vu lutter et s'il gagne, bah voilà, ça sera pas mal. Je vérifie le vote de Colline, vu qu'elle m'a passé ses votes il y a pas longtemps. Donc elle, Colline, a voté pour MVP. Ah, ben elle continue sur sa lancée de la TNA à première vue.
Ah non, elle a pas. Ah oui, oui, parce que c'est vrai que le premier match était pas du tout TNA. Voilà. Et... non, même. Non. Elle change d'avis vu que pour le match d'avant, elle n'avait pas voté TNA. Excusez-moi. Donc oui, c'est son premier vote en direction de la fédération de Nashville. Hmm. Et donc avant de passer à mes pronostics que j'ai dans ma tête, je vais parler de ceux qui ont apparu sur Wrestling Football. Et c'est unanime. Pour les gens, c'est MVP qui devrait gagner. Alors après, si on peut essayer de comprendre les votes, il est sans doute évident que ceux qui ont voté n'ont pas voté pour Sak Amoto. Sans doute parce que le mec, on s'est tous dit, parce que il est évident, et ça c'est pas un secret de Polichinelle, que la TNA est moins exposée de la World Wrestling Entertainment. Et donc peut-être la raison pour laquelle elle a été Sak Amoto a été moins pronostiquée, c'est sans doute le fait que voilà, tout le monde se souvient du guignol de la WWE où il venait avec Tensai, alors que MVP, il parle beaucoup plus. Exactement, oui. Et donc ça serait à 77,8% des voix que MVP serait vainqueur. Voilà. Et donc par contre moi, donc comme tu l'as dit, c'est vrai que les gens, eux, ont une vision de Sakamoto qui est restreinte. Et c'est pareil pour moi, c'est-à-dire que je le connaissais pas avant NXT. Je l'ai connu durant sa période dans la fédération de Stanford. Et après, plus de nouvelles de lui jusqu'à récemment quand ils ont pondu ce match pour Bounford Glory. Mm. Donc je me dis, voilà, j'ai toujours cette impression du Sakamoto un peu maigre qu'a mené sur le ring Tensai. Alors quand on regarde MVP, on voit quand même un ancien vainqueur US, quelqu'un qui a été challenger numéro un pour le titre de la TNA. Voilà, on voit vraiment quelqu'un qui a de l'expérience. Après, je me dis aussi que qu'est-ce qui vaut mieux? Se faire huer ou se faire applaudir? C'est toujours pareil, hein. Parce que le problème, c'est que ça sera au Japon. Voilà. C'est toujours pareil. Est-ce qu'on favorise le japonais? Après, rien ne dit que MVP ne soit pas acclamé aussi, hein. Oui, mais bon, je me dis que si moi je suis un public du Japon, j'aimerais quand même que mes catcheurs et ma fédération D'ailleurs, euh, se montrent quoi. Et donc oui, oui, mais est-ce que d'ailleurs on a des informations si Bound for Glory au Japon, ça a créé une émulsion du côté du Japon? Est-ce que les gens sont intéressés? Est-ce qu'il y a beaucoup d'élèves? Est-ce que l'arena est bondée, etc. lors de Kaizen Outbreak, l'arena était bondée à bloc. Et on avait Et encore ce système de, parce que c'est vraiment quelque chose. Je suis désolé d'en reparler. C'est quelque chose qui me gêne énormément, ça. Parce que on peut mettre des lutteurs comme ça, mais il n'y a pas de rivalité derrière. Et moi, je peux pas, j'ai du mal. Enfin, j'ai le pronostic, mais d'ailleurs, vous le sentez, vous vous en rendez compte. Je pronostique vraiment juste par affinité, et c'est quelque chose qui me gêne parce que c'est une rivalité qui a été pondue, mais vraiment à la va-vite, comme si on avait joué aux fléchettes, quoi. voilà, ouais, mais Sauf que le malheureusement. problème, c'est que jouer à la fléchette, c'est que tu vises un peu n'importe où, et parfois, ça fait mal aux fesses. N'est-ce pas, Fabrice? Ouais, exactement, exactement. Aïe, ça fait mal, les fléchettes, j'ai dit arrêtez de me viser. Voilà. Je parlais au voisin. Hein. Et non pas la voisine, comme dirait Marie. Même J'ai pas si... compris, mais c'est pas grave. Non, mais il y a Marie qui comprendra que je parlais pas de la même personne que je lui parle d'habitude, voilà. Bref, et donc Bon, moi, j'ai pas si... compris. On parle de voisine, de pas voisine. Ça doit être parce que je suis malade, je dois pas tout comprendre. Voilà. C'est Et... parce que je délire, voilà, ça y est, je commence à délirer, et voilà, je commence à voir l'Undertaker devant moi, enfin. Ok. donc, sinon... Allez, la suite. mais attends, j'ai pas pronostiqué, oh. Donc, ben, moi, je vais pronostiquer Sakamoto. Parce que, ben, je me dis Non, que... pas sac à moto, sac à moto. Sakamoto. Parce que je me dis que, voilà, il y aura déjà une huée, si on suit ma logique, avec la victoire d'Ethan Carter the Third. Et que, ben, voilà, faudrait un peu laisser les faces gagner dans ce match. Donc, Est-ce que tous les lutteurs qui feront face à la TNA sont tous face? bonne question, mais quand t'affrontes un top heel, généralement, t'es face aussi. C'est sûr, mais parce que voilà, c'est la question que je me posais.
je n'ai pas d'informations parce que malheureusement je ne connais très peu les lutteurs de la Wrestle One. D'accord. Bref, passons à un autre match qui encore une fois opposera la TNA contre la Wrestle One. Mhm. Et donc nous aurons donc Manic avec sûrement ces nouvelles couleurs de la Redneck Revolution que vous pouvez voir sur les photos. Donc là, il y a peut-être un semblant de rivalité, mais ce n'est pas entre ces deux lutteurs-là. C'est-à-dire que Manic s'est fait enlever littéralement par The Great Sanada et James Storm il y a 3 ou 4 semaines à Impact. Ouais, j'avais vu d'ailleurs un moment où je crois il y avait eu Tajiri avec Austin Harris. C'était là où on l'avait commenté toi et moi. Oui, On avait vu le Great Sanada et il avait un petit peu essayé de se comparer. Le Great Sanada, je crois que c'était comparé au Great Muta, un truc comme ça. voilà. Et donc Manic a fait son retour 1 ou 2 semaines après sous de nouvelles couleurs. Plus avec le casque de Superman, enfin, le masque de Superman, mais avec un masque plus sombre, plus révolutionnaire justement. Alors tu dis un peu plutôt Spider-Man parce que Superman il n'a pas de masque. Oui, Spider-Man, excusez-moi. Et donc voilà, il s'est notamment attaqué à Tajiri, à Homicide comme vous pouvez le voir sur les images, et je crois qu'il a même battu JJZ récemment. Donc voilà, donc ça montre comme quoi il s'attaque à des lutteurs qui sont plus branchés X-Division. Or, on sait que le catch japonais est un catch proche de la X-Division, vu que voilà, il y a beaucoup de prises, beaucoup de vitesse, c'est un des meilleurs catchs selon moi. Et donc, Je confirme. voilà, et donc je pense que ce match-là est un peu pour continuer la rivalité entre Manic et des mecs qui ont le gabarit de la X-Division. Et donc son adversaire, je ne crois pas lui avoir dit son nom, c'est Tanaka. Donc CEO, à ton habitude, je te laisse la main. Donc si j'ai bien compris, c'est Tanaka et Manik. Exactement. D'accord. Manik déjà lui il est à la TNA déjà. Oui. Ça veut dire qu'il y en a un qui est de la TNA, Et Tanaka qui est de la Wrestle One. Tanaka qui est de la Wrestle One. Donc je connais pas, je connais bien Manik puisque je l'avais vu lutter avec à tes côtés et c'est vrai qu'il avait été relativement impressionnant. Du côté de, ce qui est bien, mais d'abord James Storm, ce qui est bien, c'est que je trouve que c'est un excellent manager. Je trouve qu'il a, d'ailleurs il m'a mis d'ailleurs une canette de pain à la tronche. Hein, merci James Storm. Sinon moi, je trouve que le Great Sanada, ça a de la gueule, malgré tout ce qu'on peut dire. Parce que je trouve que, voilà, le fait qu'il soit, on va dire, maquillé, enfin, qu'il ait ses peintures sur son visage, ressemble avec vraiment, d'ailleurs, le fait de Great Sanada. Et puis après, je sais pas s'il y aura une présence du Great Muta ou pas. Oui, vu que dans le main event, il affrontera avec Tajiri, le Great Sanada et James Storm. Donc oui, il y aura un peu un duel entre les deux Great. Mais vu que t'en parles dans ton explication, c'est que tu penses que Sanada aura une importance dans ce match, peut-être? Peut-être, parce que je me dis que Sanada, c'est, on va pas se cacher, hein, c'est celui qui vraiment, je l'aime bien. Il est donc un japonais, donc on peut considérer qu'il y a quasiment que des japonais. D'ailleurs, si j'ai bien compris, il est dans 2 matchs. Il est dans un match. Donc ça veut dire que s'il perd un match, Il est dans qu'un seul. quel est l'intérêt d'en donner un deuxième? Il est dans qu'un seul match. The Great Sanada, il affronte The Great Muta avec en équipe avec James Storm. D'accord. C'est Manic qui a un match là. Et Manik, il est en équipe avec Tanaka. Enfin, Manic, il est contre Tanaka, mais Ah d'accord, pardon, j'avais mal compris. Pardon, excusez-moi. Mais c'est ma faute. Hein, pour ceux qui, les fans de la TNA me tuaient pas, j'avais pas tout compris. Moi, je savais ce que je suis. Hein, je suis pas très doué, hein, bien sûr. Bon, alors là, ça m'arrange pas. Tiens. Oh, je vais dire Tanaka. Parce que japonais, parce que justement, alors, ça recommande un peu ce que je disais. J'essaie de faire une transition avec une transition que je ne connais pas. Je vais me dire simplement que Tanaka, quoique. Je vais dire, en fait, Manik,
fait partie du duo, on va dire, de James Storm finalement. La Redneck Revolution, oui. Ouais, donc la YNX Revolution. Et moi, je pense que dans le deuxième match, il va y avoir en fait, pour moi, cet affrontement, enfin cette équipe, il va y avoir un perdant et un gagnant. Et je pense que le gagnant de ce match sera Manik, puisque je pense que l'autre, le perdant, sera le Great Sanada. D'accord. Alors, elle, Colline, a voté. Je revérifie ses pronostics pour être sûr de ne pas me tromper. Elle, Colline, a voté pour Manik aussi. Elle m'a pas donné de raison, vu que malheureusement elle a dû s'absenter dans la précipitation. Voilà. Et alors moi, quand je vois ce match-là, je me dis que ce pay-per-view là, il est vraiment censé, faut, malgré le fait qu'il n'ait pas de storyline, faut marquer l'événement. Tu es d'accord avec moi? Bien sûr. Mais marquer l'événement veut pas non plus dire faire gagner que des catcheurs de la TNA. Si jamais il n'y a pas de RERB, tu passes par le tram. Oui, bon, on est ravis de savoir qu'il y a des RER à Paris, Sio. Allez, allez. Bon, bah alors Sio a rendez-vous. Faudrait pas qu'Anixi le sache, hein. Non, écoutez, sachez que le RER a quelques soucis et donc, écoutez, je parle avec mon papa, hein. D'accord. Il y a le Great Canada et le Great Papa. Voilà, Désolé, hein, vous savez les coups de téléphone. c'est pas grave. Et donc voilà, donc je me dis qu'il faut quand même faire gagner la Wrestle One. Parce que ben C'est quoi? si c'est pour faire gagner que la TNA, ça sert à rien. Parce que ben la Wrestle One perdrait du crédit et il n'y aurait pas de push. Bah, le truc c'est que est-ce que c'est une vision à long terme ou est-ce que c'est juste une fois comme ça? Je ne sais pas, je n'ai pas plus Parce que d'infos. si c'est à long terme, on peut imaginer qu'il y ait des victoires de diverses personnes. Si c'est juste une fois comme ça, que la TNA gagne ou perd, ça change pas grand-chose. Ben en plus, ouais, mais moi franchement, ce match-là pour moi est un des plus durs à pronostiquer. Parce que ben le problème c'est qu'il n'y a pas vraiment de rivalité, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Mais on a d'un côté quelqu'un qui est en train de suivre un push avec la Redneck Revolution. Et de l'autre, une des phases marquantes de la Wrestle One. Donc je me dis, qu'est-ce qui vaut mieux? Vaut mieux redonner de l'écoute à la TNA ou vaut mieux donner de l'écoute à la Wrestle One? Donc je suis vraiment... C'est une grande question, mais Voilà. après tout dépend de la situation des deux fédérations. La Wrestle One, est-ce qu'elle a besoin de... Parce que la Wrestle One, c'est quoi? C'est une petite, ça va être une fédération, donc forcément qui est un peu moins forte que la New Japan Pro Wrestling, mais qui doit quand même exister puisque la Wrestle One, même si je la connaissais pas de réputation, ce nom me disait quelque chose. Alors que la TNA, il manque pour moi des choses à la TNA que n'ont pas la Wrestle One. Alors pour moi, ceux qui doivent être favorisés pour ce match-là, je pense que Manik, il est en plein poche. On peut Tanaka, est-ce que c'est un, il a l'air d'être assez dur sur l'homme, même s'il perd. En plus, je pense qu'il y aura des interventions de James Storm, etc. et du Great Sanada, et sans doute qui vont s'en prendre à lui. Donc je pense qu'on peut imaginer pour moi Manik. C'est ce que je pensais. D'accord, ben écoute, moi je pense que... Enfin, moi je vais aller à l'encontre de votre avis et je vais voter Tanaka. Mais attention, je me dis que dans le main event, Manik pourrait intervenir et Tanaka, sachant qu'on sait que Tanaka est très proche du Great Muta, pourrait lui aussi intervenir, pas de manière directe, mais de manière indirecte, c'est-à-dire un peu un combat entre les deux en dehors du ring, pour reprendre ce match-là, ce qui permettrait peut-être de distraire The Great Muta et de permettre une victoire en opportuniste des deux autres. Mais Et alors moi, je ça, suis c'est quand dans même le main event. étonné qu'on n'ait pas là eu l'idée de faire un match par équipe avec les quatre. Je vois pas l'intérêt Les en fait quatre. de mettre parce que là ils ont séparé les deux, mais je vois pas Ben, vraiment parce que l'intérêt. fallait mettre James Storm à quelque part dans la carte. Et James Oui Storm, mais il est plus proche de, de Sanada que de Manik. oui mais bon c'est un peu un manager James Storm. À la base, non. À la base, il est vraiment catcheur. Il est un très bon Oui, mais catcheur c'est un d'ailleurs. catcher mais là il manage on va dire les deux.
il est, il a pris Manick pour en faire ce lutteur en question, et il a pris le Great Sanada pour le faire devenir encore meilleur. Donc c'est un manager entre guillemets. Alors que de l'autre côté, si tu les mettais ensemble, on n'en serait pas en train de se poser la question de s'il gagne, s'il perd. On dirait l'autorité qui est en train de se poser des questions. Bah après, il y a aussi un truc, c'est que ben Manick et Sanada sont jeunes. T'es d'accord? Oui, après, Surtout la deuxième, enfin surtout Manick, parce que ben, on sait que Manick qu'on voit là à l'écran, ce n'est pas le Manick de 2004. Vu que le, parce qu'il y a de la contrefaçon de Manick maintenant. oui, enfin le Manic, plutôt le Suicide qui a été créé dans les années 2004 était en fait Frankie Kazarian, donc Kaz, qui est maintenant la ROH. Et le Manic de maintenant est une superstar dont je ne connais pas son nom exact. Mais voilà, c'est une superstar qui est arrivée il y a quelques années. Et qui a d'ailleurs, en fait, il y a eu une petite histoire parce que ben, Austin Harris avait pris le masque de Suicide pour gagner le titre de la X-Division. Il a enlevé il y a 2 ans en disant Hogan, et Hogan, je cache mon option, c'est... Hogan lui a dit, non, non, c'est pas toi qui as gagné, c'est Suicide, plutôt Manic. Il a fait venir Manic sur le ring et c'est parti un peu en rivalité entre les deux. Ça c'était il y a quelques années, bien sûr. Et donc voilà, je me dis que tu mets 2 jeunes sur un ring, pour reprendre ton hypothèse, contre The Great Muta et Tajiri. Tajiri et le Great Muta sont un peu vieux. Donc forcément, il y aurait un problème entre les deux qui ferait surtout que le Great Muta, il se rapproche de la soixantaine. Et je pense pas qu'à 60 ans, on puisse catcher encore face à des jeunes aussi bien qu'il catchait à une époque, sachant que The Great Muta est un très très bon catcheur. Donc je pense que cette division a permis de mettre James Storm, qui est aussi un vieux, même s'il lui reste encore quelques années, pour pouvoir calmer le Great Sanada et lui dire, bon écoute Sanada, je sais que tu es content d'affronter Great Muta, parce que malgré qu'ils sont en rivalité, ils sont très très proches dans la vraie vie, mais voilà, on va faire un match calme. Si on doit gagner, on gagne. Si on doit perdre, on perd. Mais un match calme, pas trop de vitesse. Papi Sanada, il a perdu sa canne. Donc on se calme un peu. Abimuta plutôt. Oui, Papi Muta a perdu sa canne. Donc on se calme un peu. Et voilà, je pense que c'est plus pour montrer au Great Sanada que voilà, c'est un très très bon catcheur. Mais que en face, il y a le Great Muta, il va falloir lever un peu le pied, je pense. Bon, mais est-ce que c'est pas brider aussi le Great Sanada qui veut montrer certaines choses? Ben, pour moi, le Great Sanada, il a déjà montré ce qu'il avait à prouver avant son heel turn. Il a prouvé de très belles choses d'ailleurs. À voir. Bon, aux autres, on passe à l'autre Euh, match. On a pas mal. voilà, bon d'ailleurs, je préfère juste préciser, c'est Manic qui est avec un peu plus de 50% des voix qui est donné vainqueur par les fans de Wrestling Football. C'est un peu pareil, hein. Enfin, on terminera avec ça, mais je suis certain que si je suis fan de la TNA, enfin, si je suis fan de catch, Manick me parle plus que Tanaka. Oui, c'est Tanaka, sûr. je l'ai jamais vu de ma vie, hein, malheureusement. C'est peut-être un crime contre l'humanité, mais c'est vrai que les lutteurs japonais, à part Kenta et ceux qui sont venus à la WWE, on a également le Great Sanada qu'on voit ici, et d'autres superstars japonaises, c'est vrai qu'on les connaît assez peu. Alors, ça ne m'empêche pas qu'ils ont du talent, mais il manque, selon moi, euh, peut-être des têtes d'affiche. Est-ce qu'on n'aurait pas pu, alors après je crois qu'il n'était pas la même fédération, ramener des Japonais qui auraient pu, parce que Sakamoto je le connaissais de réputation, mais moi j'ai Tanaka, je ne savais même pas qui c'est. Alors est-ce que on pourrait pas ramener des Japonais un peu plus connus, parce que c'est vrai que les Américains qui vont essayer d'acheter donc ce pay-per-view, Tanaka quand ils vont voir le match, moi, très honnêtement, j'ai pas envie d'être méchant. Bon, ça n'est pas 9,99$, on est d'accord là-dessus, n'est-ce pas, Fafa? Oui. Mais c'est vrai que je suis assez. D'ailleurs, je suis assez étonné. Voilà, il manque des Gail Kim, des lutteuses un peu asiatiques, des lutteurs et lutteuses asiatiques qui auraient pu, on va dire. Après, Gail Kim, bien sûr, est blessé, ça on le sait. Bref, ben, passons maintenant au prochain match. Alors, ce qui ça n'a pas bugué, c'est la Team 3D qui affronte Tommy Dreamer et Abyss. C'est bien ça que t'as ton écran, Sio? Ouais. Voilà, donc la Team 3D qui fêtera son intronisation au Hall of Fame, mais on en reparlera plus en détail après ce match.
Tommy Dreamer, lui, a fait son retour au Manhattan Center de New York. Bon, il y a déjà quelques mois. Pour dire à Dixie Carter, et Dixie, tu sais, ce que tu fais avec la TNA, avec MVP et tout, c'est de la merde. Nous on veut moins de blabla, plus de castagnage. Plus, Castagnage. plus de C'est coups. français, ça. Oui, oui. Plus de coups de Ouais. poing si tu préfères. Ah. Voilà. Et donc, ben, Dixie Carter a fait croire d'être d'accord, puis il lui a dit, et puis elle lui a dit méchamment, je n'ai pas à t'écouter. Parce que devant, l'explicateur, quand elle s'énerve, elle dit, tu n'as pas écouté. Non, Parce que je n'ai je sais pas pas. à t'écouter. En gros, c'est moi qui décide, c'est moi la boss, quoi. D'accord. Voilà. Et D'ailleurs, on l'avait vu, je crois, c'est le premier show que vous avez commenté avec Papy. Tommy Dreamer, il était revenu pour, oui. on va dire, je crois, il était venu voir Bobby Lashley, je crois. Exactement, oui, c'est vrai que Tommy Dreamer a fait quelques petites rivalités là depuis son retour. Sûrement en vue de préparer un petit match avec Abyss. Enfin, pour préparer son match là, parce qu'on sait très bien qu'un catcheur, il faut trouver du rythme avant de catcher dans un grand show. Voilà, et son adversaire, enfin son partenaire, pardon, serait Abyss. Alors ce qui m'étonne, c'est que les 4 catcheurs présents sur ce ring sont face. Et que c'est vraiment 4 top face. On a la team 3D qui est composée d'un ancien champion du monde, même je crois de 2 anciens champions du monde, Bully Ray et Jivon. Jivon, j'en suis pas sûr. Jivon, je sais qu'il était champion de la télévision, mais champion poids lourd, j'ai un doute. Mais Bully Ray, ça c'est sûr. Ensuite, nous avons l'inventeur de l'hardcore, Tommy Dreamer, et nous avons le monstre Abyss, qui ça fait des années qu'il est à la TNA. Donc, ce match-là m'étonne quand même. Mettre 4 faces sur un ring, sachant que c'est un match 100% TNA, sans aucune rivalité. Je sais pas ton avis, Sio, mais ça m'étonne. Je suis pas d'accord. On te rappellera que des fois, des matchs face versus face, ça a toujours existé. On a eu des matchs John Cena contre Rob Van Dam. On a eu Rey Mysterio contre Sabu. On a eu pas mal de... Je parle forcément de la ICW, mais c'est pas le problème. Après, justement, on avait besoin de 4 lutteurs hardcore. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, pour moi, qui est très intéressant et moi, je trouve ça me dérange pas. D'accord. Et ben, donc, ben, on va, avant de passer au pronostic, voilà, je tiens juste à préciser que je pense que pour moi, ce match est vraiment juste un match de gala afin de montrer aux Japonais ce que ce que vaut la Team 3D avant d'être intronisé au Hall of Fame. Et que ça peut aussi être un match d'adieu pour Tommy Dreamer. Donc, Ouais. bon, je reviendrai plus en détail dans tout ça dans mon pronostic et je vais laisser Sio faire le sien. Moi, je me dis simplement qu'ils vont être intronisés dans le Hall of Fame. La logique viendrait de la Team 3D. Voilà. Mais je pense que Colline a ta même logique vu qu'elle a aussi voté pour la Team 3D. Et moi, je me dis pareil, mais ce que je verrais bien, et je pense ce qui me plairait, ça serait de voir, voilà, la Team 3D qui arrive, ils gagnent le match, et puis ils prennent une table, ils font genre qu'ils vont faire passer Tommy Dreamer à travers une table, et là tu sais pas pourquoi il se passe un truc entre les 4, les joueurs ils se enfin, je vais pas dire qu'ils se font des câlins, c'est pas non plus des Bailey quoi, mais Et Bailey. oui, mais parce que Bailey elle demande toujours un câlin elle, avant le match. Oui. D'ailleurs, qu'est-ce que j'aimerais lui faire un free hugs à notre ami Bailey. Euh, bon, on n'est pas à NXT, Fafa. Voilà. Et donc, ben, sinon, voilà. Enfin, une marque de respect montrée envers ces 4 catcheurs. L'air de dire, voilà, vous nous avez marqué le catch hardcore. Peut-être qu'une ère va se terminer là, vu que Tommy Dreamer, à mon avis, commence à se faire un peu vieux. Et on sait que le catch hardcore est beaucoup plus rude que le catch normal. La Team 3D pareil. Abyss, il a encore des années devant lui, mais malheureusement, il n'y a plus beaucoup de gens hardcore pour le suivre. Donc voilà, je me dis que c'est un peu pour afin de dire, voilà, ces 4 là nous ont marqué la TNA. 2 vont peut-être partir bientôt.
un va sûrement dire adieu bientôt aussi. Donc voilà, ben écoutez, fans du Japon, vous avez devant vous le meilleur truc hardcore qui peut arriver. Mais bien sûr, je voterai la team 3D pour une victoire. Mais comme je l'explique après, avec une marque de respect à la fin du match. Le public d'ailleurs est très partagé. Il y a d'ailleurs égalité entre les deux votes. Entre la Tommy Dreamer et Abyss et la team 3D. Donc c'est... Ce match-là était vraiment très très dur à départager. Et ben voilà, as-tu quelque chose à rajouter sur ce match, Non, Sion? pas grand-chose à dire. En tout cas, ça va être un. S'il y a bien un match qui, pour moi, me donne, on va dire, me donne envie de saliver, et il y en a pas beaucoup. Ce match-là, mais après, c'est par affinité, quoi. Voilà, C'est parce que les quatre, enfin les trois en particulier, je les connais. voilà. Bon ben comme dernier sujet de avant notre poste publicitaire, parce que ben malheureusement je ne sais pas pourquoi si tu as introduit cette loi, mais nous devons placer une page pub. Ah bon? Ben oui, tu m'as dit que je devais placer une page pub dans mes tiennet. Et vu qu'il fait tard, parce que oui, nous enregistrons pas cette émission le samedi, mais bien le jeudi soir. Donc on va devoir prendre une petite pause d'une nuit avant de reprendre après la pub. La pause pub. Voilà, une petite pause pub d'une nuit avant de reprendre. Mais avant, j'aimerais d'abord rester sur la Team 3D et aborder le dernier sujet, qui est l'intronisation de la Team 3D Hall of Fame. Qu'en penses-tu? C'est amplement mérité. La vérité, voilà, elle est là, hein. C'est amplement mérité. La TNA le fait. D'ailleurs, je suis surpris que la WWE ne l'ait jamais fait auparavant. Ce sont des catcheurs extraordinaires qui ont qui technique au niveau des tag teams étaient fantastiques, qui ont marqué l'histoire en traversant les années. Moi, je les ai connus à la ECW, à la WWE, dans des matchs TLC, dans le premier TLC match de l'histoire de la fédération. Et c'est totalement mérité. Alors après, on peut toujours dire, oui, mais voilà, quelle légitimité. Mais moi, je trouve qu'il y a une énorme légitimité. Alors, je les connais tous les noms des Dudleys, mais j'espère en tout cas que durant cette intronisation, qu'ils auront l'idée de ramener, bien sûr, alors je sais pas si c'est leur frère, Spike, parce que Spike, Devon et Ray font partie, bien sûr, de la fameuse équipe des Dudleys. Et moi, je les ai connus comme ça et qui étaient extraordinaires. Spike, C'est une- la dernière fois qu'il a voulu dire bonjour à la TNA, je crois que Raven s'en rappelle, il a très très mal terminé. Vu que Raven a décidé de lui péter la gueule. Oui, non, mais voilà, pour moi, ces deux-là, c'est l'une des meilleures équipes par équipe de tous les temps. Alors après, on peut toujours dire oui, mais voilà, ils avaient une stipulation qui les aidait. Ils ont personnifié les matchs de table. Avant, les matchs de table, c'était juste on mettait une table, on traversait. Là, ça a totalement changé. Et je suis surpris d'ailleurs que la WWE l'ait pas fait auparavant, quoi. Ben alors moi aussi j'ai donné mon avis quand même sur cette Team 3D. Franchement je l'ai connu un peu plus tard que toi vu que ben je ne suivais pas la ECW mais j'ai revu leurs années WWE. Je les ai connus à la TNA. Je me rappelle d'un moment à la TNA qui m'a marqué, c'est quand ces deux frères, parce que je crois que c'est des frères, ont fait passer à travers une table en feu Abyss. C'était d'ailleurs à Bound for Glory. C'était en 2008. Et franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ces mecs-là, ils ont fait un truc à la TNA qu'on a rarement vu. Et ils nous montrent, et ils vont révolutionner la TNA. Et bien, ils ont fait. En plus d'amener des tables, ils ont amené des tables avec des plaques de verre. Ils ont amené des tables en feu. Ils t'ont fait passer à travers une table Dixie Carter. Ils t'ont fait passer des femmes à travers une table. Ils t'ont fait passer quasiment tout le roster de la TNA à travers une table. Ces mecs-là, ils ont fait un truc à la TNA que rarement on a vu. Que ce soit sous le nom de la Team 3D, que ce soit sous le nom de Haste and Hate, donc les As de 8, qui s'est éteint malheureusement l'an dernier. L'équipe s'est dissoute l'an dernier. Ils ont montré comme que pouvaient révolutionner le catch.
Et quand on voit que à quasiment, parce que je crois qu'ils ont la quarantaine et voir Divon qui se rapproche même peut-être du début de la cinquantaine, quand je vois les matchs qu'ils ont pu nous offrir face aux Wolves et face aux Hardys, je me dis mais ces mecs-là, leurs 24 tics par équipe, ils sont mérités, pas comme Hmm. pam 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 pam. Non, ça c'est Mozart. J'allais te dire, tu te trompé de musique. Bref, voilà, donc je pense que c'est amplement mérité. Après, je reproche un petit truc à la TNA, c'est que ben ils aient pas un Hall of Fame plus grand. Ah, après, c'est en fonction de la taille de la fédération, après. Parce que je me dis que voilà, il y a des mecs qui ont aussi marqué la TNA. Jeff Jarrett, qui a créé la TNA. Ken Shamrock, premier champion de la TNA. AJ Styles, premier vrai champion de la TNA. Vu qu'il y a eu une histoire, parce qu'à l'époque, la TNA était en relation avec la NWA. Hmm. Voilà. On a eu Kurt Angle, qui va d'ailleurs annoncer. Alors, je ne sais pas si cette semaine-là ou pas, parce que je n'ai pas encore vu le show de la TNA de cette semaine. Mais en tout cas, il va annoncer sa retraite, peut-être. Donc, Hmm. pour moi, voilà, c'est amplement mérité. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus après ça? C'était Mambo. Eh ben, je crois qu'on peut rien dire d'autre, hein. Et sur sur cette magnifique image de la 3D introduite Hall of Fame, je vous dis à ciao, bonsoir les amis. Ciao tout le monde.